Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un monument, et non là il s'agira pas d'un monument historique, non, là on parle d'un tas de gravats fumants qu'on a dressés au milieu du paysage des animés, comme pour rappeler à tout le monde, bah vous voyez ce qu'il faut surtout pas faire? Bah voilà, regardez ce tas de gravats dégueulasses, bah c'est ça. Et là je parle bien sûr de la saison 2 de Sword Art Online, et plus précisément de l'arc Phantom Bullet, un nom qui promet du mystère, de la tension, de l'élégance et peut-être un peu de létalité. Puisque quand même, Bullet, balle de flingue quand même. Mais malheureusement, en réalité, cet arc livre une fanfic Call of Duty, écrite avec les pieds par un ado sous Xanax. Puisque, à la base, on pouvait penser que ça allait relever le niveau après le naufrage des deux premiers arcs de SAO, c'est-à-dire Aincrad et Alfheim. Et le problème, c'est que, spoiler, bah non. C'est comme si après t'être pris un mur en balade à trottinette, tu te disais, bah allez, tu sais quoi, je réessaie, mais cette fois avec les yeux bandés, puisque Gun Gale Online, le jeu star de cet arc, hein, le jeu dans lequel cet arc est censé se passer, est donc un MMO FPS futuriste. Sauf qu'en fait, c'est juste un tutoriel en enfer sur comment ne jamais coder un jeu vidéo. Et à côté de ça, bien sûr, le scénario est éclaté au sol, les personnages sont éparpillés dans les airs. Bref, voilà, sans plus attendre, c'est parti, parlons de tout ça. Commençons à analyser le massacre. Alors déjà, avant toute chose, avant même de parler des personnages, avant même de parler du scénario, des thèmes éclatés, tout ça, on va quand même parler du jeu en question, c'est-à-dire Gun Gale Online. Un jeu où le game design est clairement codé avec du vomi, puisque imaginez un monde où on peut vivre dans un jeu vidéo. C'est stylé, non? Imaginez maintenant que ce jeu vidéo en question a été conçu par un type qui ne sait pas ce que c'est qu'un FPS, et qui ne sait pas ce que c'est qu'un PC, ni même une souris. Donc voilà, bienvenue dans Gun Gale Online. Donc déjà, le concept de base te gifle dès l'entrée. Tu crées un avatar au hasard. Oui, pas de choix. Tu lances le jeu et boum, te voilà dans le corps d'une meuf androgyne avec une coupe K-pop. C'est exactement ce qui arrive à notre ami Kirito, hein, voilà. Même les Sims t'offrent plus de liberté. On a littéralement inventé l'esclavage esthétique avec Gun Gale Online. Et après ça, bah il faut farmer longtemps. En fait, il faut 8 mois pour avoir un build correct pour ton perso. 8 mois pour pouvoir jouer correctement avec ton personnage. À ce niveau-là, c'est plus du gaming, c'est un job à plein temps, sans salaire. T'as même pas de RTT, hein. Juste des heures de galère à te dire que ton build agilité vient d'être nerfé et que maintenant, bah, c'est le build force qui domine. Parce que oui, dans ce jeu Gun Gale Online, l'équilibrage change au pif sans prévenir. Donc imagine t'as passé 240 jours à farmer un perso et le patch du jour te dit que t'aurais mieux fait de jouer à Candy Crush. Un vrai doigt d'honneur version patch note. Et encore c'est que le début. Parlons un peu de la mécanique de tir de Gun Gale Online. Tu vises, tu tires. Mais si t'es tressé, bah ton perso tremble et tes balles partent dans tous les sens. Comme si t'avais foutu ta mitrailleuse dans une machine à laver. Parce que dans Gun Gale Online, donc GGO, je vais l'appeler d'ailleurs GGO à partir de maintenant pour aller plus vite, ton rythme cardiaque influence la précision. Si tu stresses, bah tu rates tes zen, bah tu deviens John Wick. Et c'est donc littéralement le premier shooter basé sur la respiration ventrale et les huiles essentielles. Et les balles, vous allez me demander, bah elles ont des lignes de prédiction visibles. Ce qui signifie que ton adversaire peut voir le trajet de ta balle avant que tu tires. On parle d'un jeu où esquiver une rafale à bout portant est non seulement possible, mais en fait conseillé. Ça n'a aucun sens. Et puis, il y a ce cercle d'assistance à la visée, un espèce de truc qui flotte comme un hula hoop désabusé autour de ta cible et qui estime ce que tes balles peuvent toucher. Mais c'est pas sûr, hein, tu pries, faut prier, hein, parce que viser dans GGO, c'est jouer à la roulette russe avec ton viseur. Parce que le cercle est super grand et on te dit que tes balles vont toucher un endroit aléatoire dans ce cercle, ça n'a aucun sens. Et si tu pensais que les lasers dans un monde futuriste allaient défoncer tout le reste, bah raté, les armes laser sont des pistolets à eau glorifiés, inutiles en PVP mais très jolis à regarder, comme les fontaines dans Animal Crossing, super pour un jeu où tu dois survivre. Et ok, le monde est immense, gigantesque même, mais il n'y a pas de système de téléportation. Donc oui, tu dois marcher comme un stagiaire en open space pendant des heures. Tu vas aller d'un point A à un point B, bah tu cours littéralement. Et les véhicules, impossible à conduire pour 99% des joueurs. Shinon d'ailleurs le fera remarquer lorsqu'elle verra Kirito essayer de conduire une espèce de moto bizarre. Résultat, t'as un désert urbain, sans téléportation, sans fast travel, hein, sans voyage rapide, sans logique, où même marcher devient un cauchemar. Et puis vient le tournoi Bullet of Bullet, où les devs, dans un élan de génie pur je suppose, décident d'ajouter un satellite qui scanne les joueurs toutes les 15 minutes. Même si tu te caches sous l'eau, ou dans une grotte, ou même avec un camouflage optique, bah t'es invisible. Bah bravo, t'as cassé ton propre système et le tournoi, bah c'est pas un deathmatch, c'est un cache-cache géant où les mecs campent comme des moustiques dans une cave. Donc maintenant parlons un peu du scénario. Mettons de côté le gameplay complètement éclaté de Gun Gale Online. De toutes les manières, déjà rien qu'à la base d'essayer de faire un FPS MMO, ça va être complexe, hein. Je sais même pas s'il existe un bon jeu de MMO FPS, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais bon, déjà parlons de Kirito, hein, ex-tueur de pixels reconverti en psychanalyste de guerre, qui est recruté par le gouvernement japonais, oui monsieur, pour enquêter sur un phénomène inquiétant, un joueur de MMO qui tue des gens dans la vraie vie en les tuant dans le jeu. Et là tu dis, mais ok c'est débile, mais pourquoi pas? On est dans les SAO après tout, là
barre n'a jamais été bien haute. Mais très vite, tu comprends que même l'idée la plus conne qui soit peut être encore maltraitée, humiliée et même salie narrativement. Là, c'est plus mission impossible, c'est mission incompétence. Le gouvernement aurait pu, je sais pas, contacter les développeurs du jeu à tout hasard, demander leur log, leur IP, leurs données serveurs, mais non, ils se sont dit, bah écoutez, on va envoyer un ado traumatisé fragile et déjà 2 fois survivant de MMORPG meurtrier parce que ça semble être une meilleure idée. Et comme si ça suffisait pas, Kirito n'explique même pas à Asuna pourquoi il y va. Il part en mission secrète comme un agent double, mais sans plan, sans contact et sans compétences. Juste lui, sa coupe de cheveux d'idole de K-pop et sa capacité surnaturelle à attirer des filles par sa simple existence. Et le pire avec Kirito dans cet arc, c'est que, bon, je vous spoil un peu, il découvre qu'il y a effectivement une guilde qui s'appelle Lofin Coffin, qui est à l'origine des meurtres, nanana, dans Gun Gale Online, et il faut savoir que Lofin Coffin a été cité 2 fois, à peine 2 fois dans l'arc Aincrad, mais vraiment en coup de vent, hein, voilà. Et c'est tout, on l'a cité comme ça. Bon, et là, effectivement, il y a un flashback. On nous apprend que Kirito aurait participé au massacre de la guilde Lofin Coffin dans SAO, hein, dans l'arc Aincrad. Donc c'est un truc qui n'a jamais été mentionné avant, c'est donc un flashback qu'on nous sort comme ça, c'est un retcon, hein. C'est un changement rétroactif qu'on t'enfonce dans la gorge comme un suppositoire narratif. Et résultat, Kirito, qui jusque-là tuait des mobs et des gens comme on clique sur des cookies, se met soudainement à faire des crises existentielles à base de syndrome de stress post-traumatique. Il culpabilise d'avoir tué des tueurs, puis il se sent mieux parce qu'une infirmière random lui dit que « Mais en vrai, t'inquiète, c'est chill, hein, tu peux tuer les gens si t'as une bonne raison. » Ben merci beaucoup, hein. Thérapie réglée en un dialogue random avec un perso random. Si Freud voyait ça, il se pendrait avec un câble Ethernet, ça n'a aucun sens. Ce type de dialogue, Kirito aurait dû l'avoir avec Asuna. D'autant plus que Asuna était là, en tout cas on la voit dans le flashback. Donc c'est le personnage le mieux placé pour pouvoir comprendre le dilemme de Kirito. Et encore une fois, un dilemme que l'on n'a pas vu Kirito avoir dans Aincrad, ni dans Alfheim. Ça n'a strictement aucun sens, c'est du retcon de con. D'ailleurs, parlons de Death Gun, l'antagoniste au nom de pseudo-boss de Fortnite. Donc Death Gun, ce génie du crime virtuel, fait partie effectivement de Lofin Coffin, de cette guilde-là, et c'est lui le responsable de tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que il tue dans le jeu pendant que son complice va dans la vraie vie te piquer une seringue dans la carotide en toute discrétion pendant que t'es plongé dans ton VR. Pas de caméra, pas de témoin, pas de sécurité, pas d'enquête. Juste un mec avec une seringue qui entre dans des hôpitaux et assassine des gens sous anesthésie numérique comme si c'était une partie de Hitman en difficulté facile. Mais le plus magique, c'est que Kirito, au lieu de se déconnecter pour prévenir les autorités, décide de continuer à jouer. Alors que pourtant sa mission qui lui a donc été donnée par le gouvernement japonais était juste de savoir ce qui se passait et qui était responsable de tout ça. À partir du moment où il comprend que c'est Lofin Coffin et Death Gun, normalement il se déconnecte et c'est bon, mission accomplie. Mais non, Kirito continue à jouer. Pourquoi ? Bah pour retrouver le vrai nom de Death Gun. Priorité de joueur, la vengeance avant la vie, ça n'a aucun sens. Et donc Kirito se retrouve face à Death Gun dans le tournoi Bullet of Bullet, non sponsorisé par j'ai 14 ans et j'ai un katana imaginaire. Et là, bah, notre ami Kirito, qui est très intelligent, un QI à 6 chiffres, a une révélation en regardant un lézard à 2 queues. Oui voilà, il regarde un putain de lézard à 2 queues et il se dit que si le lézard a 2 queues, eh bien Death Gun doit avoir un complice, ce qui veut dire qu'il y a 2 Death Gun. Donc voilà, Sherlock Holmes pleure dans sa tombe. On est littéralement dans une série où les twists sont déclenchés par des reptiles. À ce stade, c'est plus un animé, c'est Dora l'exploratrice chez les Illuminati. Et pour couronner le tout, Kirito se fait injecter une dose létale IRL par le deuxième Death Gun, qui est bien sûr un type random déguisé en geek ultra sinistre, pile à l'endroit où il porte une électrode de monitoring cardiaque. Résultat, l'aiguille ne touche pas son corps et évidemment Kirito survit. Tu sens le Deus Ex Machina te griffer la colonne vertébrale quand tu regardes cet épisode, hein. Franchement moi ça m'a fait mal, hein. Et donc en bref, le scénario de Phantom Bullet, c'est un gouvernement incompétent qui laisse un ado gérer un meurtrier, une menace numérique traitée comme un feuilleton policier de quartier, des flashbacks réécrits à la truelle, un antagoniste au QI d'un lavabo mais avec un body count de super vilain Marvel, et des dialogues d'exposition aussi naturels qu'un PowerPoint récité sous Valium. Donc encore une fois, maintenant parlons des personnages. J'ai déjà parlé un peu de Kirito. Voilà, le roi du vide émotionnel, le mec au charisme d'un post-it humide. Kirito dans Phantom Bullet, on va pas se mentir. Voilà, mettons les pieds dans le plat directement, c'est l'équivalent narratif d'un fichier corrompu. On ne sait pas ce qu'il ressent, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas pourquoi il fait les choses qu'il fait, mais bon bah il les fait, donc voilà quoi. Il est censé être traumatisé par ses meurtres passés, mais en vérité il passe plus de temps à se coiffer devant son miroir virtuel qu'à réellement affronter ses démons. Et surtout il est omniscient par intermittence. Il est capable de déduire l'existence
l'existence d'un deuxième tueur IRL juste en regardant un lézard, le fameux lézard, hein, ou même un badge, hein, ou un bout de poussière, mais incapable de simplement prévenir la police, parce que bon, forcément, déjouer un réseau de meurtriers numériques, c'est une mission solo pour un joueur à peine majeur, avec un trauma mal écrit et une coiffure d'automé game. Bon allez, maintenant parlons de du deuxième personnage principal de cet arc, Sinon ou Shinon, qui représente donc l'archétype parfait du personnage affublé d'une fausse profondeur, puisque sur le papier, Shinon a un vrai traumatisme. Elle a tué un braqueur de banque à coups de flingue lorsqu'elle était enfant. Ok, mais comment le scénario gère ça? C'est la question qu'on se pose. Mais le scénario gère ça en nous foutant son exposition en pleine tronche toutes les 2 scènes, souvent dans des moments où aucun être humain normal ne pense à ses traumas de manière en tout cas aussi articulée. Elle se parle à elle-même comme une narratrice névrosée qui voudrait que tu saches toute sa vie. C'est pas un personnage, c'est un podcast ambulant. Et évidemment, parce que c'est SAO, il faut une scène de tentative de V pour intensifier l'émotion, bien évidemment, hein. On ne sait pas écrire des méchants complexes, donc on fait quoi? On rajoute du V, toujours, hein, parce qu'un bon antagoniste, selon Kawahara, Riki Kawahara évidemment, l'auteur de SAO, bah c'est soit un psychopathe générique, soit un pervers sexuel, hein. Voilà, pas de demi-mesure, pas de nuance, pas d'humanité, c'est manichéen à crever. Voilà, je ne vous rappellerai pas, effectivement, de cette perveille d'écriture qu'est Sugo de l'arc Alfheim. Bref, parlons maintenant un peu de Death Gun, ou plutôt le cosplayer démo frustré, qui est donc un antagoniste aussi mal branlé que les méchants de Scooby-Doo, et encore, les méchants de Scooby-Doo sont un peu plus stylés que ce mec-là. Lui et ses potes sont une bande de fous furieux qui ont décidé de tuer des joueurs IRL en les piquant à l'hôpital, pendant qu'ils se font tuer virtuellement dans GGO, donc dans Gun Gale Online. Donc ouais, le plan tient sur un timbre-poste et fonctionne uniquement grâce à une combinaison improbable de négligence hospitalière, d'absence de sécurité et de naïveté scénaristique crasse. Et le plus absurde, c'est que malgré tout ce bordel, ils arrivent quand même à tuer des gens sans que personne ne se pose trop de questions. Personne ne remarque les seringues, les mecs qui entrent dans les chambres et les coïncidences cheloues. On est littéralement dans un monde où les meurtriers ont plus de liberté que les internes de Grey's Anatomy. Et bon, bien évidemment, puisqu'on parle de SAO de Sword Art Online, on va parler forcément du harem de Kirito. Voilà, des plantes vertes de luxe, si je puis me permettre. On a Asuna, on a Lifa, on a Silica, on a Lisbeth, on a Klein aussi. Hein. Bon, c'est un homme, mais on s'en fout. Voilà, c'est les Avengers du fanservice. Ils sont là pour meubler, pour commenter, ils sont là pour mater Kirito, comme s'il était le dernier homme fertile de la planète. Mention spéciale à Asuna, réduite au rôle de petite amie qui regarde tout à distance, sans jamais être incluse dans l'action. C'est fou comme une série peut transformer un personnage initialement censé être badass en pot de fleurs avec fonction vocale intégrée. Et Klein, bah lui, il est juste là pour rappeler que bah oui, Kirito a un pote masculin, histoire qu'on puisse dire bah non, Kirito n'est pas entouré que de waifu dociles, hein. Regardez, il y a aussi un vieux barbu qui lui parle aussi, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs l'infirmière, j'en ai déjà parlé, Madame Exposition, voilà, cette infirmière random qui soigne Kirito, qui lui sert de psy express, hein, avec le fameux « T'inquiète, tuer des meurtriers dans un jeu mortel, c'est chill », voilà, et hop, Kirito est guéri de son PTSD, donc c'est ça et ça, hein. Voilà, quand t'as un traumatisme, une phrase random d'un personnage secondaire random et mal écrit, et hop, on repart comme en 40. Donc voilà, au final, les personnages de Phantom Bullet, c'est Kirito, le robot qui réfléchit uniquement quand ça arrange le scénario, Shinon, un trauma ambulant utilisé comme caution émotionnelle et excuse à fanservice, puisque il me semble qu'elle est introduite avec un gros plan sur son postérieur, un méchant construit comme un montage Windows Movie Maker d'étudiants en psycho, et Asuna et les autres harems, des spectateurs payés pour exister, et l'infirmière, encore une fois, une psychologue version Temu. Et maintenant parlons un peu de la mise en scène, de la réalisation de l'animé, puisque là il s'agit d'un festival d'amateurisme visuel. Parce que généralement on dit qu'un bon réalisateur peut sauver un mauvais script, qui est mignon, hein, mais bon, dans Phantom Bullet, c'est la preuve que quand ton scénario est au fond du gouffre, la réalisation peut encore creuser pour atteindre le noyau terrestre de la médiocrité narrative. Bon allez, on va commencer avec l'action. C'est quand même le cœur d'un animé tel que SAO, censé te faire vibrer, te scotcher à l'écran et te faire hurler, waouh, c'est incroyable. Et pourtant ici, bah on hurle pas waouh. Non, on hurle rien du tout. Chaque scène de combat ressemble à un tuto Unity mal fini. Les plans sont fixes, les angles sont illisibles, les enchaînements sont incohérents et la série sur le gâteau. Les chorégraphies sont aussi molles qu'une baston entre deux lamas ou Xanax. Il y a littéralement une scène où Kirito esquive un tir en fermant les yeux pour écouter les bruits de pas. Ouais, dans un jeu avec une assist offensive automatique. Mais là d'un coup, bah, il devient Daredevil. Le mec ferme les yeux et entend les pixels. Voilà le niveau, bravo frérot, t'as tout compris. De la même manière, les flashbacks, c'est quand même un truc de fou. Puisqu'en principe, les flashbacks sont censés servir à enrichir la narration, sauf dans Naruto, bah... Dans SAO non plus, hein, vous inquiétez pas, c'est aussi de la merde, puisque les flashbacks débarquent sans prévenir, comme des invités bourrés à un mariage. Un coup, t'es avec Suguha et... paf, tu te retrouves dans une scène avec Asuna, sans transition aucune. Et quand ça revient à la scène d'avant, bah tu te rends compte qu'en fait, bah c'était pas un flashback,
C'était juste une mauvaise coupe de montage. Et mention spéciale au flashback de Kirito, encore une fois j'en ai déjà parlé mais il faut quand même en reparler, où il se rappelle d'avoir participé à un raid contre Lofin Coffin il y a une saison de cela. Ce moment n'a jamais été montré dans la première saison, il est même évoqué dans les deux arcs, hein, que ce soit Alfheim ou Aincrad. Et là, bah bim, d'un coup, te balance une scène sortie du chapeau avec un Kirito en mode tueur torturé. Un pur cas de retcon paresseux, ou comme j'aime l'appeler, la fanfic improvisée de dernière minute pour justifier le scénario explosé qu'on essaie de faire avaler aux spectateurs. Et j'en ai déjà parlé, mais faut en reparler, des monologues internes de Shinon, là c'est du grand art là. Elle passe littéralement des épisodes entiers à s'expliquer à elle-même la vie qu'elle a eue. Ça n'a aucun sens, elle se raconte sa vie à elle-même, comme si elle découvrait ses propres souvenirs à chaque fois. C'est vraiment une méthode d'exposition éclatée au sol. Parfois on l'entend en train de se parler à elle-même en mode ouais, depuis ce jour où j'ai tué ce braqueur, j'ai peur des armes, et maintenant je joue à un jeu basé sur les armes pour me soigner. Mais qui pense comme ça dans la vraie vie? Personne. Elle parle comme une IA qui a absorbé tous les scripts de shonen du monde. Et cette écriture d'exposition, ce gavage à la louche, c'est constant dans cette deuxième saison de SAO. Tout le monde passe sa vie à parler tout haut pour ne rien dire, juste pour qu'on comprenne que même la mise en scène n'est pas foutue de faire passer visuellement. Parce qu'en principe, les animés, c'est un art visuel avant toute chose. Donc normalement, tu dois montrer, pas dire. Quand tu le peux en tout cas. Show, don't tell, hein, c'est une maxime très connue du cinéma. Et à côté de ça, il y a évidemment le bouquet final. Les incohérences, hein, ma spécialité. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je vais vous en énumérer quelques-unes. Déjà, Kirito qui sue au point de se déshydrater IRL juste en jouant, c'est quand même un truc de fou. Normalement, ce jeu ne devrait même pas être commercialisé puisque lors de son duel contre Death Gun, on le voit en train d'à moitié crever sous le regard amoureux de l'infirmière et de Asuna. Évidemment, ils ne font rien pour peut-être essayer de tenter une perfusion pour l'hydrater ou quoi que ce soit. Non, rien du tout, bien évidemment. Même au-delà de ça, un jeu où tu risques la crise cardiaque, pour moi c'est un jeu illégal, mais admettons. Ensuite Yui qui a qu'un écran de télé dans un hôpital depuis un jeu. Watt sur 20 en termes de logique. Des persos qui téléportent littéralement leur corps d'une scène à l'autre sans aucune animation ni justification. Des ennemis qui se fichent façon mannequin de vitrine pendant que Kirito les découpe un par un comme si l'animation s'était mise en grève. Et surtout il y a cette scène mythique, 3 mecs qui encerclent un joueur de Lofin Coffin à 1% de vie, ils ont l'avantage. Mais là, il leur fait un regard un peu flippant, les 3 reculent. Le mec qui a un souffle de mourir, mais il fait les gros yeux et hop, il s'enfuit. C'est pas de la mise en scène, c'est un véritable sketch. Et le message final, le propos engagé par l'animé, il y en a pas. Phantom Bullet essaie vaguement de raconter quelque chose sur le traumatisme, la culpabilité, la frontière entre le réel et le virtuel, mais à la fin, tout est désamorcé, rien n'a de conséquences durables, tout est effacé par des dialogues mouchoirs qui règlent des problématiques complexes comme on règle un ticket de caisse, et puis surtout on a Kirito qui se remet à sourire, à distribuer des leçons de morale et à récolter des cœurs dans son harem, pendant que Asuna regarde tout ça en silence, coincée dans la rôle de la meuf oubliée, alors qu'elle devrait juste lui casser la bouche à coups de bâton. Donc voilà, Phantom Bullet, c'est pas juste une histoire moyenne, c'est pas un mauvais arc, c'est de la merde. C'est un naufrage conceptuel, un enchaînement d'idées sous-développées, de personnages sacrifiés sur l'autel du fanservice et de twists aussi crédibles qu'un discours de politicien pendant les soldes. Et qu'est-ce qu'on nous demande à la fin? Comme toujours, de pas trop réfléchir et de profiter du spectacle. Mais voilà le problème. Phantom Bullet est laid, incohérent, mal foutu, prétentieux et vide. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison de SAO. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue et que je termine peut-être avec la deuxième partie de la saison 2, c'est-à-dire l'arc Rosario et l'autre arc dont je m'en bats les steaks. Voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.